Salut les férus, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Que vos projets aboutissent et que votre santé aille pour le mieux. Mais maintenant, place à l'épisode. Être une sorcière au XIIIe siècle, c'était bien plus qu'un simple titre de conte ou de légende. À cette époque, une sorcière n'était pas la figure de la vieille femme au nez crochu que l'on imagine aujourd'hui. Non, dans l'imaginaire médiéval, la sorcière était une incarnation du mal, une alliée du diable, capable de semer la terreur et le chaos. Mais souvent, ce qu'on appelait sorcellerie, c'était autre chose. Cela pouvait être des connaissances en arboristerie, des pratiques religieuses alternatives, ou simplement une vie en marge des conventions. Dans une société patriarcale, c'était aussi une manière de désigner des femmes qui dérangeaient, veuves, guérisseuses ou encore celles qui osaient être indépendantes. C'est dans ce climat de peur et de superstition qu'Angela de la Barthe entre en scène. En 1275, à Toulouse, elle est accusée d'un crime inimaginable, avoir eu un enfant avec le diable et utiliser le démon pour tuer des nourrissons. Angela serait alors devenue la première sorcière brûlée en France sous l'Inquisition. Mais que savons-nous vraiment de son histoire ? Était-elle une sorcière, une victime d'accusations absurdes ou encore une invention de chroniqueurs pour asseoir leur pouvoir de l'Église ? Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de la première sorcière qui a fini sur le bûcher. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Avant de vous raconter l'histoire d'Angèle de la Barthe, il est important de comprendre le contexte dans lequel elle a vécu. Toulouse, au XIIIe siècle, était une ville dynamique, située au cœur de l'Occitanie. Son emplacement stratégique entre les Pyrénées et le Massif central en faisait un carrefour commercial et culturel important, mais aussi un lieu marqué par des tensions religieuses et politiques. À cette époque, la ville venait de sortir des heures sombres de la croisade contre les Albigeois. Cette campagne militaire menée par l'Église catholique contre les Cathares, une communauté chrétienne considérée comme hérétique, avait profondément bouleversé la région. Les bûchers allumés pour les Cathares étaient encore dans les mémoires et l'Inquisition mise en place pour traquer les hérétiques exerçait un contrôle strict sur les croyances et les pratiques. Mais Toulouse était aussi une ville prospère, connue pour son commerce de tissus et de pastels, ce pigment bleu extrait d'une plante locale. Mais cette richesse côtoyait des inégalités sociales importantes. La noblesse et le clergé détenaient le pouvoir, tandis que les classes populaires réussissaient dans des conditions précaires, propices aux superstitions et aux rumeurs. Et c'est dans cette atmosphère, chargée de peur, de foi et de méfiance, qu'Angèle de la Barthe aurait été accusée de sorcellerie. Dans les récits, ce sont ses voisins qui auraient alerté l'Inquisition. On murmurait que des nourrissons avaient mystérieusement disparu dans la région, et les regards se tournèrent naturellement vers cette femme qui était solitaire. Une rumeur alimentée par la peur suffisait. Angèle aurait nourri son enfant démoniaque avec la chair de ses innocents. L'accusation, loin d'être un simple fait isolé, reflète les inquiétudes et les pressions que pesait sur cette société en quête de contrôle et d'ordre. Mais qui était Angèle de la Barthe ? Angèle de la Barthe était une veuve âgée de 53 ans, vivant à l'écart de la société dans un endroit reculé de Toulouse. Mis à part ce détail, nous savons peu de choses sur elle. Était-elle une femme solitaire, intuitive de s'éloigner des regards, ou une guérisseuse qui intriguait des villageois ? Les archives ne nous donnent pas de réponse claire. Mais ce silence autour de sa vie a laissé la place à bien des suppositions. Ce que nous savons en revanche, c'est que son nom apparaît dans des récits concernant un procès qui aurait eu lieu
en 1275. Si ce procès a réellement eu lieu, il reste l'un des premiers exemples documentés d'une femme jugée pour la sorcellerie en France. Mais attention, les sources que nous possédons ont été écrites bien après les faits, et certains historiens doutent de leur authenticité. Cela n'enlève en rien l'impact de cette histoire qui nous plonge au cœur des croyances et des peurs médiévales. Selon ces récits, Angel aurait été accusée d'un crime extraordinaire, avoir pactisé avec le diable et donné naissance à un enfant monstrueux. Cet enfant, décrit comme un hybride infernal avec une tête de loup et une queue de serpent, se nourrirait de chair humaine. Les récits affirmant que cet être monstrueux aurait vécu jusqu'à l'âge de 7 ans avant de disparaître mystérieusement. Sa prétendue existence, associée à la disparition des nourrissons, renforce l'accusation contre Angel. À première vue, cela ressemble à une légende ou à un récit destiné à effrayer. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qui révèle de l'imaginaire collectif de l'époque. Une époque où les superstitions et la peur du mal s'imprégnaient à chaque recoin de la vie quotidienne. Mais que dire de ce monstre hybride que l'on prête à Angel de la Barthe? L'accusation semble tirée d'un cauchemar, mais chaque détail de cette description a une symbolique puissante au Moyen-Âge, renforçant l'idée d'une sorcellerie diabolique. Le loup, omniprésent dans l'imaginaire médiéval, représente à lui seul un danger constant. C'était un prédateur redouté, non seulement pour les troupeaux qui décimaient, mais aussi les récits terrifiants qui l'entouraient. Les légendes de loups-garous, ces hommes transformés en bêtes sauvages par la magie ou le péché, étaient déjà bien ancrés dans les esprits. Pendant les périodes de grande famine, des histoires circulaient sur des loups devenus si voraces qu'ils attaquaient les humains eux-mêmes. Dans les textes religieux, le loup symbolisait souvent les ennemis des croyants, ou ceux qui menaçaient de détourner le troupeau des fidèles. Il incarne la violence, l'hérésie et parfois même le chaos. Quant au serpent, il est difficile de trouver un symbole plus chargé de sens dans la tradition chrétienne. Tentateur par excellence, c'est lui qui incite Ève à croquer le fruit défendu dans le jardin d'Éden, marquant ainsi la chute de l'humanité. Dans l'imaginaire collectif du Moyen-Âge, le serpent était étroitement lié au diable et au péché originel. Même si le serpent venimeux était rare en Europe, il était souvent confondu avec d'autres créatures dangereuses ou imaginaires. Les alchimistes et les médecins de l'époque voyaient en lui une dualité. Il symbolisait à la fois le poison et la guérison, le danger et la connaissance. Pourtant, pour la majorité des chrétiens, ce serpent restait une incarnation du mal. Associer le loup et le serpent dans la description d'un enfant démoniaque n'était pas un hasard. Ce mélange d'instinct prédateur et de ruse infernale formait un symbole diabolique parfait. Pour l'Inquisition, une telle description suffisait à prouver une alliance avec le diable. Cela renforçait l'accusation de sorcellerie et contribuerait à terrifier une population déjà empreinte de superstition. Dans le cas d'Angel de la Barthe, cette image d'un enfant hybride servait autant à justifier son procès qu'à alimenter les peurs les plus profondes de la société médiévale. Angel de la Barthe aurait été jugé coupable de sorcellerie par l'Inquisition en 1275. Ce procès aurait été mené par Hugues de Baignolles, célèbre inquisiteur actif dans la région toulousaine. Après un jugement rapide, elle fut condamnée à être brûlée vive sur un bûcher, une sentence souvent appliquée pour ceux accusés de pactiser avec le diable. Cette exécution, si elle a réellement eu lieu, aurait marqué un tournant dans la répression des prétendues sorcières en France, faisant d'Angel la première victime d'une chasse aux sorcières, qui va s'intensifier dans les siècles suivants. La question qu'on pourrait se poser, est-ce réel ou imaginaire? Mais que savons-nous vraiment de cette histoire? Les sources concernant Angel de la Barthe soulèvent de nombreuses questions. Les récits de son procès proviennent de textes écrits bien après les faits, notamment sous la plume de l'historien Jean-Baptiste Louvet de Couvray, au XVIIIe siècle. Ces écrits, souvent teintés de romantisme et d'exagération, ont contribué à en faire une figure emblématique, mais aussi controversée. Plusieurs historiens modernes remettent en doute l'authenticité de cette histoire. Certains pensent qu'elle pourrait être une légende fabriquée pour illustrer les excès de l'Inquisition. Après tout, l'idée d'une femme donnant naissance à un monstre démoniaque semble relever
davantage de l'imaginaire collectif que des faits historiques. D'un autre côté, l'existence de procès pour sorcellerie à cette époque est indéniable. Les archives montrent que l'Inquisition n'hésitait pas à accuser les femmes isolées ou marginalisées de pratiques occultes, souvent sans preuve tangible. Si le cas d'Angèle de la Barthe a été inventé ou exagéré, il reflète néanmoins une réalité bien sombre, celle d'une société où la peur et la superstition ont pu mener à des tragédies. Mais que cette histoire soit réelle ou non, Angèle de la Barthe reste un symbole puissant. La mort d'Angèle sur le bûcher symbolise bien plus qu'une exécution. Elle reflète une époque où la peur de la superstition pouvait suffire à condamner, où les récits d'alliance avec le diable étaient utilisés pour asseoir le pouvoir de l'Église et contrôler une population effrayée. Elle incarne à la fois les injustices commises au nom de la foi et la fascination durable pour les récits de sorcellerie. En racontant son histoire, nous plongeons dans une époque où la frontière entre le réel et l'imaginaire était floue, mais où les conséquences de ces croyances étaient bien réelles. Et nous voilà à la fin de cet épisode, le premier d'une série de 3 épisodes sur les sorcières françaises. J'espère que ce premier épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer, YouTube et sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'hésitez pas aussi à venir sur Instagram, TikTok pour vous abonner aussi à nos réseaux sociaux. En tout cas, je vous souhaite encore une excellente année 2025. C'était Michael et je vous dis ciao!